Alors, reprenons, si vous voulez bien, donc les travaux. Alors, allons-y avec la dernière communication de Alice Bicalo. Alors, Alice Bicalo de Oliveira, pardon. Alors, disons, petite mise au point. Alors, malheureusement, Alice Bicalo de Oliveira n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle s'en excuse d'ailleurs. Par contre, elle a eu l'extrême générosité de préparer une vidéo de sa communication que nous allons visionner à l'instant. D'ailleurs, aussi, vous avez certainement entre les mains, donc, une copie du texte de sa communication, de ce que vous allez entendre. Alors, vous pourrez aussi le suivre en même temps. Elle invite d'ailleurs les personnes présentes à adresser, donc si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les adresser directement à Alice Bicalo de Oliveira. Vous avez l'adresse courriel sur la copie papier, en fait, que vous avez reçue. Elle sera également, donc, son adresse courriel présente sur la vidéo. Voilà. Alors, bien sûr, on ne pourra pas prendre donc de questions en tant que telles. Vous pourrez les adresser directement à l'auteur. Et voilà, je pense que c'est tout. Alors, bon visionnement et bonne fin de colloque. Veux-tu la présenter? Oui, voilà, oui. Désolée, j'oubliais, donc je vais quand même la présenter. Je suis désolée. Ah, voilà, j'étais en train d'oublier. Donc, Alice Bicalo de Oliveira, donc, elle est doctorante en littérature comparée à l'Universidade Federal de Minas Gerais, donc au Brésil, où elle a commencé sa formation académique en participant à des projets de production de livres littéraires avec des populations autochtones. Dans cette institution, elle a aussi complété un master en théorie de la littérature et elle a enseigné comme suppléante dans la formation en l'édition en 2016 et 2017. Son parcours professionnel dans le domaine de l'édition, elle a occupé donc plusieurs postes, notamment celui de rédactrice en chef adjointe chez RHJ et Fino Traço à Belo Horizonte. Elle a également été assistante de rédaction des éditions Civilisation brésilienne et aussi chez le groupe Record. Enfin, elle a travaillé en tant que rédactrice de production chez les éditeurs Paz et Terra et José Olimpio jusqu'en mars 2016. La communication, donc, que vous allez entendre a pour titre « Les livres de la forêt, l'édition avec les peuples indigènes au Brésil ». Voilà. Merci beaucoup. Et partez pas tout de suite après la vidéo. Caroline Boivin va venir vous adresser un mot à la fin. Le Brésil subit actuellement un énorme revers en matière de politique. Les domaines liés aux droits de l'homme sont les plus touchés à travers des actions telles que la réduction du nombre de ministères ou leur transformation. Cette mesure affecte, entre autres, le ministère de la Justice et celui de l'Environnement. Le ministère de la Culture a, quant à lui, été supprimé. L'organisme fondamental pour les droits des peuples indiens et des quilombolas, la FUNAI, auparavant relié au ministère de la Justice, dépend maintenant d'un nouveau ministère dont la légitimité est discutable, celui de la femme, de la famille et des droits de l'homme. Les attaques dirigées contre les dirigeants autochtones et leurs territoires, très virulents ces dernières années, se sont aggravées en 2019. Il est vrai que l'histoire des peuples indiens au Brésil n'a jamais connu des périodes de tranquillité. Les 240 peuples qui existent encore sur les territoires brésiliens survivent grâce à leur résistance inébranlable. La période de la fin des années 1970 à la première décennie du XXIe siècle constitue sans aucun doute un jalon pour l'évolution de leur combat. C'est en effet à cette période qu'ont été mises en place des organisations indiennes et plus particulièrement des lois issues de la Constitution démocratique de 1988
Elle est même souvent remise en question par des mesures provisoires. De 1910 aux années 1970, le gouvernement brésilien a amorcé une tentative d'émancipation des peuples autochtones qui consistait essentiellement à distinguer parmi eux ce qui ne présentait plus des signes extérieurs d'indianité, signes qui l'ont jugé nécessaires à la pérennité de leur régime spécial de citoyenneté. Et en autres termes, le but de cette politique de désindianisation juridique était de transformer les Indiens qui, en raison de facteurs historiques liés à la violence et à la dégradation de leurs terres, affectant aussi bien leur culture et leur langue, avaient perdu dans une large mesure les traits caractéristiques de leur peuple d'origine et les transformant en citoyens brésiliens ordinaires. Ouvriers ou paysans sans droit foncier ni culture propre. En réaction à ces propositions, plusieurs organisations ont été créées, telles que la CTI, les PIB et les statuts de protection des peuples autochtones. C'est dans ce contexte que les premières écoles de la forêt ont vu le jour en 1983. Il s'agit d'écoles indiennes allant du primaire au collège, dont les programmes et les modes d'enseignement étaient et sont toujours pensés collectivement en conformité avec les savoirs et les caractéristiques de chaque peuple. Ces écoles ont adopté une éducation bilingue interculturelle. L'un des premiers fruits de ces écoles a été l'élaboration de livres rédigés en partenariat entre des enseignants autochtones et non autochtones et des agents agroforestiers indiens. Ces travaux, nommés Expériences d'auteur par Nieta Lindeberg-Monte, visaient la promotion de l'alphabétisation des populations indiennes à partir de tests directement liés à leur réalité, afin qu'ils puissent, à partir de cela, pénétrer dans le monde lettré de manière plus autonome. Cette donnée est d'une extrême pertinence car, au Brésil, deux armes jouent un rôle important dans l'extermination des populations autochtones, le revólver et le crayon. Le monde de l'écriture, qui a tout d'abord traversé l'Atlantique par les blés des livres imprimés, est arrivé jusqu'aux populations autochtones à travers la Bible et la évangélisation. Ces processus à sans doute largement contribué à réduire le nombre de langues parlées qui s'estimait à environ 1300 au XVIe siècle, mais qui aujourd'hui tournent autour de 1880. Nous savons que le travail des prêtres a progressivement été intégré dans les processus politiques au service de la construction de l'idée du Brésil en tant que nation. Pendant la période coloniale et l'Empire, la pression sur les langues indiennes s'exerçait plus sur le plan de signifier,
sens, c'est-à-dire pour transformer les plans culturels de la langue en établissant un dialogue avec les langues étrangères. Un chapitre important de cette histoire est dans la construction des langues générales sur le territoire brésilien. Avec la République, l'idée d'un État-nation utilisant une seule langue nationale a définitivement éliminé toute la tolérance qui pouvait encore exister concernant les langues indiennes, amenant même à leur interdiction. En outre, au fur et à mesure que les contacts se sont intensifiés et plus particulièrement à partir du XXe siècle, la non-connaissance de l'écriture alphabétique a contribué à la soumission de ces peuples à des accords commerciaux et de travail injustes. Des populations entières ont été réduites à travailler dans des fermes, des plantations de caoutchouc, voire même soumises à diverses formes de travail forcé en raison de l'existence supposée de dettes impossibles à rembourser. Une initiative pionnière a contribué à transformer et changer la situation que je viens de décrire. La mise en place de l'école indienne auprès du peuple Runicuim, réalisée par la Commission Pro-Índio do Acre pendant les années 1970. Celle-ci a permis aux leaders communautaires de ces peuples de s'organiser et mettre en place une coopérative, ce qui a entraîné le retrait des Blancs de terres indiennes et permis aux Runicuim de récupérer le territoire. Le livre de la forêt, fruit de l'école de la forêt et objet de cet article, représente un moyen de s'opposer au processus d'extinction de ces peuples et de leur culture. Sauvegarder et consigner par écrit les récits et la langue permet aux Indiens de s'autonomiser et de mieux s'engager dans le combat politique nécessaire à leur survie. L'insertion ou la réinsertion de l'écriture et du livre devient alors un contrepoint à l'autorité symbolique et pratique qu'exerçait la langue écrite sous la colonisation. Néanmoins, ce changement de paradigme n'en est que ses débuts. Notre hypothèse est que la façon dont les livres de la forêt sont édités est non seulement transformatrice pour les Indiens eux-mêmes, mais aussi pour la conception occidentale de l'écriture et du livre, étant donné qu'elle soulève de nouvelles questions jusqu'ici ignorées par le marché de l'édition. On estime qu'en 2011, il existait déjà plus de 500 titres de la livre de la forêt au Brésil. Les éléments qui constituent le cycle de production des livres de la forêt se distinguent profondément de ceux des livres commerciaux en général. Ceci obéit à une norme de production basée sur la sélection d'œuvres originelles déjà rédigées par des auteurs individuels. Elles passaient ensuite par un processus de préparation, de révision des textes, de mise en page, d'impression et de distribution. Chacune de ces étapes est exécutée par une équipe de professionnels pouvant éventuellement contacter l'auteur en cas de doute ponctuel.
Les livres de la forêt, quant à eux, sont toujours produits collectivement, de la recherche initiale et de la consolidation de l'original à la finalisation de la mise en page. Dans les milieux conventionnels de l'édition, le financement des livres se fait la plupart du temps pour part de la maison d'édition elle-même, qui repasse un pourcentage aux auteurs, ce qui donne à ces maisons un pouvoir de décision sur les textes qui seront publiés, voire même le droit d'intervenir sur ceux-ci lors de l'édition. Dans la production des livres de la forêt, au contraire, les agents sont presque toujours des ONG et des universités dont le financement est public. Ils cherchaient à mettre en œuvre un travail interculturel ainsi que d'échanger des savoirs dans une optique décoloniale, dans laquelle les modes indiens d'agir, étrangers à l'univers du livre, s'imposent et transforment ses supports. Il est donc possible de constater que la nature propre des maisons d'édition commerciales n'est pas compatible avec la pratique décrite ci-dessus, d'autant plus que la distribution des livres est gratuite et s'adresse aux écoles indiennes. Si ces considérations générales offraient un panorama de l'étude de ces livres comme contrapont au modèle commercial, c'est-à-dire en tant que forme d'édition indépendante, l'analyse d'expériences ponctuelles ouvrira encore plus cette possibilité. Cette approche nous permettra de souligner davantage les différences et les innovations que ces livres véhiculent. Par exemple, le choix des alphabets, la relation image-texte et les projets de conception graphique et idéologique des œuvres. Pour aller plus loin, quelques exemples concernant le choix des langues utilisées illustreront bien notre propos. Choisira-t-on un texte monolingue en langue indienne, bilingue, ou un texte rédigé exclusivement en portugais du Brésil? Quand un peuple indien choisit de produire un livre dans sa langue native ou en version bilingue, sa décision implique toujours une décision politique. Dans la première cas, le choix linguistique réduit évidemment la diffusion du livre à ce seul peuple. Dans le second cas, d'autres peuples indiens parlant d'autres langues ou lusophones, ainsi que les Brésiliens non-indiens y auront accès. Ce dernier choix ne part cependant pas du principe occidental, particulièrement celui des Lumières, selon lequel la connaissance doit être universelle. Pour des peuples qui, depuis 500 ans, voient leur savoir méprisé ou dévalorisé, quand ils ne sont pas tout simplement détruits, et surtout des peuples dont la notion d'humanité est différente de la nôtre, choisir une langue, c'est-à-dire choisir l'étendue de la diffusion des paroles, renvoie à d'autres principes, entre autres à la mémoire collective, à l'occultation des connaissances, au besoin de transformer le monde non indien et à l'usage sacré des paroles. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, pour coexister. Comme ce travail ne nous permet pas d'aborder tous les aspects de la question, nous allons nous concentrer sur un exemple en particulier. L'édition d'un des premiers livres de cette bibliographie indigène a débuté en 1989 et sa publication datait de 1995. Shenipapumiwi, Histoire des Anciens, a été écrit par des professeurs inuits. Du fait qu'il représente un jalon historique et surtout parce qu'il a été presque intégralement écrit par des Indiens. Le modèle de production utilisé dans cette œuvre a été adopté par bien d'autres livres de la forêt au cours des dernières décennies.
Shenipabu-Miwi, Histoire des Anciens, était né d'une constatation faite par les anciens Runicuim établis sur le territoire brésilien. Les familles Kaxinawa résidant au Pérou conservaient de nombreux savoirs sous forme de mythes, complémentaires à ce qui perdurait sur leur propre territoire. Ils ont donc fait appel aux anciens de leur communauté pour mettre en place des recherches sur les histoires ancestrales afin de les enregistrer. Par la suite, ils ont transcrit le matériau collecté et ont fait une révision dans le cadre d'un cours de formation avec plus de 20 enseignants Runicuim. D'importantes réflexions ont surgi concernant ces récits en langue Hachakuim, non seulement sur le type de graphie à utiliser et sur la validité des alphabets adoptés par les missionnaires, mais aussi du point de vue stylistique. Pendant les six années compris la production de cette œuvre, le travail a été réalisé sous la coordination du professeur Joaquim Maná. En 2015, ce dernier deviendra le premier Indien à obtenir un doctorat en linguistique par l'Université de Brasilia. Son sujet de thèse portait sur la langue maternelle, pour une grammaire de la langue Hachakuim. C'est dans un tel contexte que les versions définitives des 12 récits composés, les livres furent réalisés. La confrontation des versions de Kaxinawa péruvien avec les versions brésiliennes a permis la diffusion en langue écrite Hachakuim pour chaque récit d'une version qu'ils jugeant légitime. Même si cette version n'était considérée ni la meilleure ni la seule, c'était celle qui était racontée par certains des derniers maîtres de la tradition, les anciens du peuple Runicuim vivant au Brésil et au Pérou. Des professeurs plus directement liés à la question de la tradition prirent le relais du travail qui consistait à collecter auprès des personnes plus âgées de ces peuples des versions de récits en langue portugaise du Brésil. On observe que dans les livres Shenipabu-Miwi, les versions en portugais n'ont pas été traduites en langue indienne, mais transcrites de la manière dont les anciens les racontaient en portugais. Au départ, les chercheurs impliqués dans l'édition voulaient que Shenipabu-Miwi soit monolingue et utilise la langue Hachakuim. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'il était important que ces livres puissent être relus par d'autres peuples, qu'ils sont indiens ou non. Une édition monolingue se serait limitée à préserver la mémoire de ces peuples sans ouvrir aux autres. Cet effort collectif aboutit à une unité orthographique et stylistique entre les Runicuim du Brésil et du Pérou. Alors que la première proposition éditoriale monolingue non révisée qui a établi une politique linguistique dont le but aurait été de formaliser la tradition de ce seul peuple par le biais de l'écriture, l'option pour une édition en portugais démontrait que le savoir pouvait être partagé avec des communautés étrangères. En parallèle, cela permettait à ces derniers de connaître différentes facettes de la mythologie, tout comme le travail de restructuration entrepris par ces peuples grâce à l'écriture et à l'édition. Il est intéressant d'observer que ni les versions en Hachakuim ni celles en portugais sont considérées comme uniques ou meilleures. C'est une question que l'on retrouve dans d'autres publications et vidéos Runicuim. Ce genre de choix pouvant provoquer un certain malaise chez des éditeurs non indiens, pour que l'idée de valeur repose sur la originalité et la qualité. Une recherche plus poussée auprès de ces peuples serait nécessaire pour approfondir ce qu'une telle option contient d'implicite. À ce stade, néanmoins,
il semble important d'établir un contraste avec les paramètres non autochtones pour remettre en question les concepts occidentaux postulant que le livre est le réceptacle immutable et formalisateur d'une idée. En effet, en Occident, les notions de qualité, en termes de critères éditoriaux contemporains ou de vérité prévalent dans la sélection de ce qui sera enregistré dans les livres, ce qui nous renvoie à une réflexion sur les écritures de Platon. Alors que l'on considère que les livres sont là pour sauvegarder et préserver la mémoire, pour le peuple Runicuin, les idées de mémoire et de culture paraissent beaucoup plus fluides. Le concept de livre de Laforêt est donc fondamentalement différent de celui des livres occidentaux. Le contraste théorique devient encore plus frappant quand on compare des versions en langues différentes. Traditionnellement, un livre bilingue considère qu'un texte est un original devant être traduit. Cela pose une série de questions quant aux limites de la traduction, étant donné que l'objectif d'une telle conception est de faire en sorte que les deux versions se rapprochent le plus possible, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Lorsqu'un projet bilingue met côté à côté des versions en langue différentes, de la façon dont elles circulent dans leur propre communauté, il devient impossible de penser à un originel. Une fois de plus, une déhiérarchisation entre les textes et les langues s'opère. L'expérience Runicuin à travers Shenipabu propose donc un mode de travail tout à fait innovateur dans lequel il n'y a plus ni langue ni texte si du sang frais. La comparaison des versions dans ces cas devient une tâche plus complexe d'analyse de manière dont chaque langue et chaque culture reçoivent et divulguent certains savoirs et certaines formes textuelles. Elle renvoie à la perception de Vivero de Castro qui avance que reconstruire des mémoires collectives n'est pas la même chose que de recollir des vérités antérieures et absolues provenant d'une période où le peuple et la culture étaient authentiques. Pour arriver à la constatation que le peuple et la culture, et par conséquent les textes et les langues, varient avec le temps et qu'aucune version n'est jamais meilleure ou unique que les autres. Une telle approche s'oppose au sens commun qui postule que la indianité est une structuration figée et nous oblige ainsi à repenser les rôles historiques que nous attribuons au livre et à l'édition, souvent considérés jusque-là en tant qu'outil de construction et savoir figé, devant rester fidèles à une origine. En l'an 2000, une seconde édition de Le Shenipabu Miwi est parue commerciale cette fois, publiée par l'Université fédérale de Minas Gerais. Cette année-là, le livre faisait partie de la liste de lecture obligatoire pour les hommes d'entrée à cette université. Il serait intéressant de connaître l'opinion des candidats sur cette œuvre. Si les Runicuin avaient opté pour un livre monolingue écrit en Hatchakuin, le choix de ce livre aurait bien sûr été impossible. En tout cas,
Sa trajectoire éditoriale semble être en totale harmonie avec les mouvements d'affirmation identitaire des peuples indiens qui ont commencé avec les politiques décrites au début de cette étude. Démontrer les potentialités d'une telle bibliographie soulève des questions pertinentes concernant les théories de l'édition et de la littérature, serait aussi un travail enrichissant. Nous aurions voulu disposer de plus de temps pour approfondir ces questions, présenter d'autres œuvres et montrer que d'autres choix concernant la fonction des livres peuvent générer le développement d'un autre ordre, s'éloignant des modes d'édition et d'utilisation occidentaux. Nous espérons, tout à moins, que cette brève présentation aurait servi à éveiller l'intérêt de nos collègues sur les sujets des livres de la forêt et principalement à repenser non seulement nos pratiques naturalisées de l'édition, mais encore nos conceptions de l'écriture et du livre. Je remercie l'Université de Sherbrooke et les colloques pour l'opportunité de partager une partie de mon recherche actuelle. Ce serait un grand plaisir que je donnerai continuité à ce dialogue. Je m'excuse pour ma piètre prononciation du français et je suis toujours prête à répondre à toutes les questions de mes collègues par courrier électronique. Merci et bonne nuit. Deixa